merci d'être présent aujourd'hui et puis d'être vous à l'heure. Donc, je vais faire une toute petite introduction très, très rapide. Je m'étais donné 10 minutes pour faire cette petite introduction. Donc, les mots d'accueil, et je vais déjà demander à nos élus, s'ils veulent bien d'ailleurs monter sur l'estrade. Hein. Donc, Francis Grasse et Monsieur Denouvion, ouais, c'est ça, ouais, voilà, merci. Donc, je voulais juste quand même commencer très rapidement pour vous expliquer un peu, d'abord, le bravo, disons, à toute cette organisation. Hein. Donc, c'est une vraie aventure humaine. Là, c'est la septième pour nous, septième colloque avec les Students Ex Machina. Et donc, d'abord, je veux remercier et féliciter les students là, qui se sont extrêmement impliqués et qui ont extrêmement travaillé. Vous savez qu'ils ont une démarche multidisciplinaires par groupe. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'ils vont vous présenter leurs travaux. Je vous demanderai aussi de l'indulgence hein, pour les organisateurs, mais également pour leur contenu, le contenu de ce que vont vous dire les étudiants. Mais en même temps, vous verrez, je pense qu'il y a des idées intéressantes qui sortent de leur vision de jeunes hein, et qui est parfois un peu décoiffante. Bien sûr, remercier les tuteurs et tutrices. On a eu toute une équipe, donc Sylvie, Marjorie, Dominique, qui n'est pas là aujourd'hui, peut-être qu'elle sera en Zoom, Annick Momus, Jean-François Simonin, qui n'est pas encore arrivé, Claudine, qui j'ai vu, et José Maria, qui est arrivé également. Donc, cette équipe-là a accompagné les jeunes, mais c'est bien sûr les jeunes, encore une fois, qui vont présenter, et c'est leurs travaux. Mais donc, ils ont été accompagnés par ces tuteurs et tutrices du GREP, auxquels il faut rajouter d'anciens SEM, hein, les Students Ex Machina, on les appelle les SEM. Et donc, on a d'anciens SEM qui ont été tuteurs ou intervenants, Éléazar, Rachel et Sarah, qui sera intervenante un peu plus tard, là, voilà. Remercier alors les experts qui sont dans la salle là, alors en particulier bien sûr Malik et Jessica qui ont accepté d'être les parrains et marraines de l'événement et qui ont largement contribué à aussi challenger nos équipes de jeunes. Je veux bien sûr remercier le GREP lui-même, l'équipe des services civiques qui nous aident à organiser tout ça là. Loris, Patricia et Hassen, l'équipe des permanents, donc Mathieu et Chloé, là, que vous verrez, et puis alors les bénévoles du GREP. Alors sans les bénévoles du GREP, évidemment, ça ne pourrait pas fonctionner. Et puis pour terminer, remercier nos partenaires. Alors ils sont nombreux. Alors bien sûr, je vais leur donner la parole tout de suite, on a les institutions, disons, mais au-delà des institutions, remercier donc Anity, qui nous a beaucoup aidés. Il y a beaucoup d'intervenants qui viennent d'Anity, l'Université de Toulouse, globalement, les grandes écoles de Toulouse, qui nous ont aidés à recruter les students, le Quai des Savoirs, hein, qui était un partenaire très important dans notre organisation, et puis, bon, d'une manière générale, nos sponsors. Et enfin, je termine par remercier le sujet, parce que le sujet, je pense, il est vraiment d'actualité. Hein, donc, on parle que de ça en ce moment, hein, l'intelligence artificielle. Alors, il y a aussi d'autres sujets moins rigolos, si je puis dire. Mais en tout cas, ce sujet-là, il est complètement d'actualité. Et vous verrez, il suscite énormément de débats. Je pense que là aussi, vous en êtes bien entendu au courant. Et donc, ça sera l'occasion aujourd'hui de discuter de ces sujets-là. Voilà. Donc, sur cette base-là, donc, je remercie encore une fois d'avoir passé la parole au CD 31 qui nous accueille dans ce magnifique pavillon. Voilà. Bien, bonjour à tous, je suis Victor Denovion, je suis conseiller départemental en charge du numérique au département, également président de Haute-Garonne Numérique, qui est la structure qui déploie la fibre optique sur l'ensemble de la Haute-Garonne. Je suis très heureux de vous accueillir ici au pavillon République au nom du président Sébastien Vincini. Alors d'habitude, c'est plutôt des concerts qui se passent ici ou des réunions politiques. Alors très heureux de pouvoir accueillir ce colloque sur la question de l'intelligence artificielle. Vous l'avez très bien dit, c'est un sujet très actuel. C'est un sujet qui est encore pour beaucoup très abstrait. On ne sait pas vraiment ce qu'on y met derrière l'intelligence artificielle et pourtant c'est un sujet qui va très vite puisque depuis que j'ai démarré mon discours il y a quelques secondes, l'intelligence artificielle a déjà fait
un progrès dans le monde. Et il faut se dire que le président département a bien cité cet exemple. C'est comme comme si on crée les voitures et qu'on ne créait pas de code de la route. Mais aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est-à-dire on est sur une autoroute avec des voitures sans code de la route, sans régulation. Et c'est un sujet sur lequel il nous faut aller et qu'on ne peut pas subir. Alors, en plus, au département, nous, c'est un sujet, on va présenter la feuille de route numérique mardi. Donc, c'est un sujet très actuel. On a un volet sur l'intelligence artificielle. Il faut se dire qu'on a plus de 7000 agents dans la collectivité. L'intelligence artificielle est déjà utilisée par certains services et dans quelques mois, dans quelques années, elle sera très largement utilisée dans l'ensemble des collectivités. Euh, donc ça peut aussi être un danger sur la manière dont on l'utilise. Demain, est-ce que pour construire un nouveau collège sur le département, il ne faudra pas simplement taper sur ChatGPT où est-ce qu'on construit le collège? Voilà. Jusqu'à quel point l'intelligence artificielle pourra demain se substituer à la décision politique. Voilà. Donc c'est un enjeu qui est passionnant, je le redis, mais sur lesquels vos débats également et votre regard seront importants durant cette journée. C'est un sujet sur lequel on travaille avec les jeunes dans nos collèges avec le parcours laïque et citoyen, notamment sur le côté esprit critique. Aujourd'hui, ils sont tous sur TikTok. Sur TikTok, c'est très facile de faire parler une personnalité et de lui faire dire absolument ce qu'on veut avec l'intelligence artificielle. Voilà. C'est important aussi de savoir faire la différence entre une vraie information et une information générée par l'intelligence artificielle qui peut avoir une volonté de nuire, voilà, ou de faire passer des mauvaises informations. Bref, je pourrais donner plein d'exemples, mais je suis juste là pour vous souhaiter la bienvenue au conseil départemental, vous souhaiter un excellent colloque et vous dire que vous êtes bien sûr les bienvenus au département dans cette institution quand il faut bien parler des sujets qui font l'actualité et qui font surtout notre monde de demain. Merci à vous. Bien, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président, mon cher Jean-Marie, toujours très heureux d'être ici avec mon collègue du département, mais aussi métropolitain, parce qu'on se côtoie à la métropole. Moi, j'ai en charge, comme vous savez, la culture à la ville de Toulouse, mais au niveau de la Toulouse Métropole, j'ai en charge la culture scientifique. Donc, on est un peu dans le sujet, avec notamment la tutelle du Quai des Savoirs, pour ne pas citer tous les autres, les 4 autres établissements. Et comme vous le savez, le Quai des Savoirs a actuellement une exposition sur l'intelligence artificielle. Bon. Et donc, je sais que le travail que vous allez faire aujourd'hui est un peu en résonance, puisque tu as cité le Quai Laurent Chiquano, je crois que ce sera cet après-midi. Il n'est pas là, je ne le vois pas encore là, mais alors moi, je suis heureux d'être là pour plusieurs raisons. D'abord, parce que nous soutenons le GREP, d'une manière générale, pour ses activités, qui est complètement en ligne avec l'esprit de ce qu'on veut faire en culture scientifique, parce qu'on héberge le GREP aussi dans un lieu de culture scientifique, parce que Jolimont, c'est un lieu méconnu des Toulousains, mais qui mérite d'être visité. Il est un peu à l'écart des circulations. Mais le sujet d'aujourd'hui, alors, comme mon collègue Victor le disait tout à l'heure, vous ne pouvez pas ouvrir un journal, écouter une émission de radio sans que chaque jour, quelqu'un parle d'IA. Alors avec plus ou moins de bonheur. Et vous savez, quand le Quai des Savoirs a choisi de prendre le thème de l'IA, c'est il y a 3 ans. À l'époque, il n'y avait pas ce phénomène médiatique. Et comme ici, je sais qu'il y a d'éminentes personnes sur le sujet. J'ai salué Malik Galab en arrivant, qui est à la fois éminent scientifiquement et une autorité dans le domaine. Bah, l'IA, ça fait longtemps que ça existe, qu'on en parle. On pourrait remonter même au début de l'informatique, finalement, où à beaucoup de moments, ça s'appelait autrement, on n'en parlait pas. Mais ça cheminait et ça fait des progrès évidemment considérables. Alors aujourd'hui, on a l'impression de découvrir. Moi, je pense que vous savez tous que vous avez de l'IA dans votre poche depuis déjà des années. Mais c'est comme M. Jourdain, on fait de la prose sans le savoir. Alors, si aujourd'hui, on avait effectivement choisi au Quai de prendre ce thème, et si aujourd'hui il est si médiatique, ça correspond à un phénomène qui a, je pense, existé dans l'histoire de l'humanité très souvent, à chaque fois qu'il y a eu la perception d'une innovation majeure. Je dis bien la perception, parce que souvent il y a des innovations, mais on ne s'en aperçoit pas, et puis petit à petit ça se développe, et à un moment donné on prend conscience, et on a ce que vous connaissez bien, c'est à la fois la fascination, parce qu'on pense qu'on va faire des choses miraculeuses qu'on n'a jamais pu faire, c'est le cas de l'IA, vous voyez tout ce qu'on peut imaginer,
Et puis de l'autre côté, la frayeur ou voire la panique en disant tout ce que ça va pouvoir faire. C'est le chemin de fer qui est né au début du 19e siècle. Les gens disaient, c'est incroyable, on va pouvoir rouler très vite, on va pouvoir faire des choses incroyables. Et il y a vous savez qu'il y a eu des études scientifiques de médecins qui démontraient que le chemin de fer allait créer de l'épilepsie, des maladies neurologiques et qu'on allait mourir. À l'époque, on roulait à 40 à l'heure quand même, hein. Donc, à chaque époque, et on pourrait citer le mythe de Frankenstein, hein, qui remonte un petit peu avant, où effectivement l'homme crée une machine et la machine va prendre le dessus sur son créateur. Et finalement, c'est tous les débats qu'on a aujourd'hui sur l'IA, sur la destruction de l'emploi, sur l'IA va nous remplacer, etc. Tout ce que ces phénomènes qui inquiètent et tous les besoins justement de travailler tous ces sujets. Alors effectivement, en plus, je trouve que c'est assez rigolo parce que l'opération, alors je le dis en français, étudiant ex machina ou étudiant ex machina, vous aviez choisi au GREB ce nom dérivé de Deus ex machina, je pense, hein, et au fond, c'est bien choisi à propos de l'IA. Donc, alors effectivement, l'intérêt, quand je disais que nous vous soutenions pour la culture scientifique, c'est que la métropole fait un effort assez considérable en matière de culture scientifique. C'est 15 millions d'euros de budget, rien que la culture scientifique, c'est à peu près 10% du budget de la culture. Donc, c'est la collectivité qui investit le plus dans ce domaine, parce que nous pensons tous qu'aujourd'hui, il y a un besoin permanent à la fois de pédagogie, mais aussi de débat, et de porter à connaissance de domaines scientifiques souvent complexes, mais qu'il faut mettre à la portée du plus grand nombre. Alors non seulement les jeunes, c'est-à-dire les enfants, les étudiants qui apprennent, mais aussi nous tous pendant toute la vie, parce que pendant toute une vie, la science progresse à une vitesse absolument considérable, et ce qu'on a appris à l'école est obsolète 10 ou 15 ans après. Donc, on a besoin en permanence de se mettre à jour et ça touche l'ensemble de la population. Donc, je crois que c'est une mission qui est très, très importante au travers d'établissements que j'ai cités, et notamment le Quai des Savoirs, qui a pour but de parler de disciplines diverses. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, mais avec des volets scientifiques. Mais quand on dit scientifique, c'est y compris les sciences humaines, évidemment. Ce n'est pas que les sciences pures, parce que l'expérience de l'IA, c'est aussi la sociologie, la psychologie. Donc, c'est l'ensemble des disciplines qui croisent un sujet scientifique. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus. Je pense que votre journée va contribuer euh, à ce travail. D'ailleurs, vous le faites en partenariat avec le Quai des Savoirs, bien sûr. Anity, qui est notre partenaire pour cette expo aussi. Et je formule le vœu que vous allez bien travailler, j'en suis sûr, et je pense que ce soir, de manière artificielle mais plutôt naturelle, nous serons plus intelligents que ce matin. Oui, juste une petite chose avant que vous ne quittiez, pour vous dire, vous avez évoqué, enfin, d'abord, effectivement, tous nos partenaires, j'en parle, et effectivement, à droite, là, je voudrais juste dire une chose sur le parcours laïque et citoyen, puisque effectivement, il y a une équipe du GREP importante qui intervient donc dans les collèges autour d'esprit critique, du harcèlement, du cyberharcèlement, effectivement. Et donc, effectivement, c'est une de nos activités importantes. Et dans la salle, on a un certain nombre d'intervenants du GREP qui interviennent sur ce sujet-là. Je voulais vous le signaler. Voilà. Merci bien. On va donner la parole donc à nos marraines et parrains. Je vais quand même tous les deux les présenter quand même très rapidement, hein. Donc, je pense que tout le monde les connaît. Donc, donc, tous les deux membres d'Anity, hein, c'est ce qu'on disait. Anity, pour ceux qui ne savent pas, c'est alors actuellement un des 4 instituts d'intelligence artificielle de France. Il y en aura peut-être d'autres bientôt, mais en tout cas, c'était un des 4 premiers. Et donc, avec cet aspect aussi interdisciplinaire, hein, puisque donc Jessica Hénard est maître de conférence en droit à l'université de Toulouse-Capitole, et donc elle travaille sur la partie donc Accountability and Social Trust in AI, c'est ça? C'est ça la chaire dont vous vous occupez en particulier, hein? Oui. Oui, voilà. Et donc Malik Galab, lui,
qui est donc du LAS à l'origine, directeur de recherche émérite du CNRS, et qui est actuellement président du comité de pilotage d'Anity. C'est bien ça? Anity est entre deux phases et nous attendons avec impatience la phase 2, mais j'ai fini mon mandat en tant que président du comité de pilotage. Tu l'as été pendant 4 ans? Depuis le début. Ouais. Très bien. Alors, c'est Malik qui commence. Très bien, parfait. Et vous vous mettez où vous voulez. Voilà. Merci Jean-Marie, merci, bonjour à toutes et à tous. Merci au GREP pour cette initiative et bravo aux Student Ex Machina pour leurs travaux dont j'ai eu un premier aperçu extrêmement intéressant sur l'intelligence artificielle et que nous allons écouter avec beaucoup d'attention. Alors, comme ça a été dit par Francis juste avant, la plupart d'entre vous utilisez l'IA. Quand je pose la question, qui utilise l'IA quotidiennement, en général, j'ai que 2 ou 3 mains dans une assistance comme celle-ci qui se lèvent. Et après, j'explique que, en fait, nous utilisons tous l'IA quotidiennement et nous ne le savons pas. Alors, en quelques minutes, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Pour moi, c'est d'abord une discipline scientifique. Et comme toute science, elle vise à comprendre son objet. Son objet, c'est l'intelligence. Et éventuellement, à mettre à profit cette compréhension pour agir sur le monde. Comprendre l'intelligence dans toutes ses formes, par des modèles numériques pour mécaniser les fonctions cognitives qui relèvent de l'intelligence. Les formes de l'intelligence et les fonctions qu'on essaye de comprendre et de modéliser sont la perception et l'interprétation de données sensorielles, visuelles, auditives et autres, sont la conception d'objets et de systèmes et d'artefacts complexes, sont l'action sur le monde et l'interaction avec d'autres, sont le raisonnement pour pouvoir faire perception, conception et interaction et action, et sont l'apprentissage pour pouvoir faire tout cela. Voilà les fonctions de base, voilà les modalités de base de l'intelligence qu'on s'efforce de comprendre en intelligence artificielle. Comment fait-on cela? Par quelle méthode? Eh bien, par la représentation numérique des faits, des assertions, du langage, des connaissances, par le raisonnement sur ces représentations, pour élaborer des modèles avec toutes les techniques qu'on puisse imaginer venant des mathématiques, venant de l'algorithmique, et que l'on développe. Et que l'on développe à très grande échelle avec les possibilités que nous offre aujourd'hui le numérique, qui sont des possibilités que vous avez certainement en tête, qui ont été croissantes de façon exponentielle grâce à la loi de Moore pour les possibilités de calcul, grâce au Internet pour les possibilités des données. Avec quels résultats fait-on cela? Le travail sur ces diverses fonctions cognitives avec les méthodes que je viens de lire rapidement, eh bien, les résultats ont été relativement significatifs, mais très fragiles et étroits jusqu'à il y a une vingtaine d'années. Le programme qui a battu Deep Blue, qui a battu Kasparov aux échecs, était incapable de faire autre chose que de jouer aux échecs. Il ne pouvait pas percevoir l'échiquier, il ne pouvait pas comprendre la forme des pièces ou ce qu'il y avait sur les pièces. Il faisait une tâche extrêmement étroite. Donc, on avait une grande fragilité dans les succès jusqu'à peu près les années 2010. Il y a 20 ans, on a eu des méthodes génériques et des succès qui étaient transposables sur une échelle importante pour les tâches d'interprétation, perception, interprétation de données de toute nature, images, sons, vidéos, etc. Et ça donne lieu à des applications considérables depuis la médecine jusqu'à la conception de la chimie, la métallurgie, jusqu'à l'astronomie, jusqu'à la météorologie, etc. Et puis, 10 ans après, il y a donc 3 ou 4 ans, on a des méthodes et des techniques qui sont relativement génériques et qui marchent bien, non pas pour l'interprétation, mais pour la synthèse de données, de toutes sortes, qui relèvent du langage naturel, qui relèvent de l'image, de la vidéo. Vous en avez vu certainement des illustrations nombreuses. Donc, nous sommes dans une phase où les succès s'accumulent sur ces 2 éléments génériques, interprétation de données, synthèse de données, et d'autres qui vont venir, en particulier au niveau de l'action intelligente. Alors, ces succès démontrent des capacités cognitives qui, récemment, dépassent nos attentes. Ils dépassent, d'une certaine façon, ce qu'on avait programmé dedans. On a des machines qui sont capables de faire ce qui est programmé et au-delà, et qu'on ne comprend pas complètement. J'ai coutume de dire
qu'en intelligence artificielle, la science était en avance sur la technique pendant plus de 50 ans. Le programme qui a battu Kasparov aux échecs a été inventé par Shannon en 1950. Il a fallu attendre 1997 pour qu'on ait la puissance de machine suffisante pour le mettre en œuvre. De même pour le jeu de Go, il a été inventé dans les années 70 et il n'a été mis en œuvre de façon importante pour battre un champion au Go qu'en 2017. La science était en avance parce qu'on avait plus de moyens que ce qu'on pouvait mettre en œuvre. Aujourd'hui, nous sommes dans la situation inverse. La science est en retard par rapport à la technique, ce qui peut être préoccupant. Nous faisons plus que ce que nous comprenons. Et c'est un point préoccupant, mais c'est un point qui pose la question de, objet de critique sur lequel on va revenir, des capacités cognitives que nous développons, nous ne les comprenons pas, mais aussi les critiques qui sont posées sur la machine qui fait tout cela, comprend-elle ce qu'elle fait? La machine qui parle ou qui écrit de façon qui nous semble intelligente, comprend-elle ce qu'elle écrit ou ce qu'elle fait? Sans doute, elle ne le comprend pas au même sens que nous, vous et moi, associons au mot comprendre. Mais est-il nécessaire de comprendre pour faire des tâches intelligentes? Voilà une question sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Est-il nécessaire de comprendre pour être intelligent? Si je reviens des pères de l'intelligence artificielle, Alan Turing, il nous dit une machine à calculer ne comprend rien à l'arithmétique. Une machine à calculer, depuis la pascaline, ou celle plus évoluée de Leibniz, qui remonte au XVIIe, XVIIIe siècle, ne comprennent rien à l'arithmétique. Mais néanmoins, elles font des tâches qu'on peut considérer comme des tâches cognitives qui relèvent de l'intelligence. Et cette assertion de Turing, on peut la contrer en disant que ce sont des tâches très particulières. Parce que l'arithmétique se réduit à une algorithmique et le concepteur de la pascaline, qui est Pascal, ou de la machine de Leibniz, ou des machines plus récentes qui font du calcul de façon époustouflante, comprennent l'arithmétique. Qu'en est-il de tâches autres qui sont plus compliquées? Par exemple, la construction navale. Si je construis un bon bateau, ça requiert nécessairement de l'intelligence. Mais on sait que la construction navale remonte à près de 9000 ans. C'est plus de 7000 ans avant notre ère. C'est bien avant Archimède. C'est bien avant Bernoulli. C'est bien avant Carnot pour les premiers bateaux à vapeur. Bien sûr, qui sont plus récents que le début de la construction navale. Avions-nous une compréhension alors que nous faisions des tâches qui assurément nécessitent de l'intelligence? C'est un point sur lequel je veux revenir parce que c'est un point de fond. Est-ce que compréhension et intelligence ne sont pas deux choses qui sont relativement orthogonales? Il semble que notre compréhension de ce que nous faisons reste limitée et porte sur des tâches qui sont relativement peu nombreuses. Et encore, est-ce que nous les comprenons complètement? Je vous ai dit au début que l'IA cherche à comprendre l'intelligence et à mettre à profit cette compréhension pour agir sur le monde. Agir pour quelle finalité? Agir pour quoi faire? Pour être comme possesseur et maître de la nature, nous dit Descartes. Vous connaissez ce programme de Descartes. Acquérir la connaissance pour devenir comme maître et possesseur de la nature. Est-ce bien sage? Est-ce bien ce que nous voulons? Qui sera maître de quoi? Tout à l'heure, il était question d'un véhicule sur une route. C'est la première introduction d'un véhicule sur une route sans code de la route. J'étais avec une collègue suédoise dans un colloque sur les risques des progrès récents de l'IA. Elle a mis en avant une métaphore similaire en disant qu'aujourd'hui, en IA, on est dans une voiture sans frein, avec un conducteur sans permis, dans une route sans code de la route. À sa métaphore, je lui ai proposé de rajouter avec des passagers qui ne savent pas où ils vont. Et ça, c'est vraiment important. Je pense que ça fait partie des questions que nous devons nous poser et qui font qu'aujourd'hui, l'IA, le titre que nous propose le GREP, et dans tous ces états, nous met dans tous nos états et nous conduit à nous interroger et à soulever un certain nombre de questions qui sont celles que nous allons écouter et qui sont développées, les analyses qui sont développées par les students ex machina, que j'écouterai avec vous très attentivement. Et merci. Mesdames, Messieurs, chers students ex machina, le 28 novembre dernier, Eric Schmidt, ancien PDG de Google, comparait l'IA à la bombe atomique
et déclarait que l'IA pourrait devenir suffisamment puissante pour nuire à l'humanité d'ici 5 à 10 ans. Avant lui, Sam Altman, PDG d'OpenAI, qui a donc lancé ChatGPT, avait, avec un groupe d'experts, alerté sur les menaces d'extinction de l'humanité posées par l'essor de l'IA. À l'opposé, Yann Lequin, chercheur renommé en IA et directeur chez Meta, le programme chez Meta, Yann Lequin prenait le contre-pied de ces déclarations et indiquait, quant à lui, que la technologie est loin d'être assez intelligente pour menacer l'humanité. Entre ces deux extrêmes, des chercheurs demandent à ce que des pauses soient faites dans le développement des IA les plus avancées. Ainsi, en mars 2023, une lettre signée par des centaines de personnalités, dont des personnalités très influentes et très renommées dans le domaine de l'IA. Donc, ces personnalités ont publié une lettre avec l'objectif d'obtenir un moratoire d'au moins 6 mois sur le développement des IA les plus avancées. Ce moratoire n'a pas eu lieu et la technologie continue sur sa lancée. Et nous oscillons entre la peur de l'avenir et l'espoir d'un futur facilité par la machine. À la lumière de ces considérations, la thématique abordée par les Students Ex Machina aujourd'hui, l'IA dans tous ses états, est incontournable, est essentielle. Aussi, je remercie les étudiants et le GREP de m'avoir invité et je les félicite de nous avoir réunis le temps d'une journée autour de questions qui méritent notre attention, car l'IA est certainement déjà en train de façonner la société de demain. Je parle de demain, mais vous l'aurez compris avec les interventions précédentes, l'IA est d'ores et déjà une compagne de route. Elle est là, sans que nous le sachions toujours d'ailleurs. Pour le savoir, encore faudrait-il pouvoir identifier ce qu'est vraiment l'IA. Quelle est donc cette intelligence que l'on qualifie d'artificielle? Qu'est-ce que cela signifie? Et en filigrane, la question que nous posons, c'est qu'est-ce que l'humain? Qu'est-ce qui nous différencie de cette machine? Ce sont les interrogations auxquelles Malik a déjà commencé à répondre, mais qui seront également traitées dans le cadre de la première table ronde par les étudiants et les panélistes de ce jour. Mais en attendant d'avoir la réponse, on peut déjà observer que l'IA est là quotidiennement, on l'a vu dans nos smartphones, mais même à des moments clés de nos vies, lorsque on souhaite être affecté dans l'enseignement supérieur, avec Parcoursup, mon master maintenant, au niveau du master 1, lorsqu'on demande un prêt bancaire, lorsque l'on demande des prestations sociales, lorsque l'on subit une chirurgie, parce que quelquefois c'est l'IA qui est aux manettes. Donc il faut être réaliste, je crois. L'IA s'est imposée à nous avec ses promesses, ses avantages, mais aussi avec les risques qu'elle présente. Des risques pour les droits et les libertés fondamentaux des individus, mais aussi des risques pour nos entreprises, des risques pour nos sociétés, des risques pour l'humanité. Et je fais le lien avec ce que je disais au début. Pour l'individu, on va beaucoup parler de risques pour la vie privée, pour la protection des données à caractère personnel, pour la liberté d'aller, de venir, pour l'anonymat sur Internet, par exemple, pour l'égalité, avec des risques de discrimination. Et je pense que les étudiants parleront des biais lors des tables rondes qui suivront. Les risques se posent aussi pour nos entreprises, avec un très grand risque concurrentiel. Certaines grandes compagnies ont déjà pris de l'avance parce qu'elles disposent déjà des données qui leur permettent d'entraîner les IA qu'elles développent. Et il faut noter aussi le risque de dépendance de nos sociétés aux produits développés par des compagnies de l'étranger. On pense notamment aux processeurs graphiques sur lesquels aujourd'hui il existe un quasi-monopole de certaines sociétés. On pense aussi aux services de cloud qui sont entre les mains de sociétés qui ne sont pas dans l'Union européenne aujourd'hui.
Des risques également pour nos sociétés, avec des risques de désinformation, des risques de manipulation de la population. Un grand enjeu existe cette année avec toutes les élections qui vont avoir lieu, et donc une manipulation à grande échelle des populations facilitée par l'IA, des risques en matière de sécurité, dès lors qu'il est possible avec l'IA de créer des images, de créer des voix qui sont en réalité tout sauf la réalité. Des risques pour l'humanité, et je me tiendrai à simplement signaler les risques environnementaux que pose l'IA et les risques en matière de développement d'armes qui, là encore, peuvent être facilités. Donc ces risques existent, il faut en avoir conscience, mais cela n'empêche pas à l'IA de s'imposer, d'être parmi nous. Et la question, pour moi, n'est pas de savoir aujourd'hui s'il faut embrasser ou rejeter l'IA. Comme j'aime à le dire à mes étudiants, depuis que les hommes ont des allumettes et des briquets, ils ne se chauffent plus en frottant des cailloux, quand bien même le risque d'incendie avec une allumette ou un briquet est bien plus élevé. Il s'agit donc désormais de déterminer pour quel usage utiliser l'IA et en prenant quelles précautions. En d'autres termes, il faut continuer à identifier les risques et à penser les garanties qu'il nous faut mettre en œuvre pour annihiler ces risques ou à tout le moins les réduire. De nombreuses initiatives vont en ce sens, que ce soit à l'échelle internationale, européenne, nationale ou encore locale. Je ne rentre pas dans le détail de ces initiatives parce que je préfère laisser le soin de le faire aux étudiants. Je veux simplement signaler que le colloque, la conférence qui nous réunit aujourd'hui participe pour moi de ces initiatives parce qu'elles nous permettent de réfléchir à toutes ces questions. Et notamment aujourd'hui, les étudiants nous proposent de déterminer les leviers d'une régulation en matière d'IA. Ce sera l'objet de la deuxième table ronde. Puis de nous focaliser sur certains domaines qui sont les piliers, il me semble, qui sont des piliers de notre démocratie, à savoir l'éducation et la justice. Ce sera l'objet, ces deux thématiques feront l'objet des tables rondes 3 et 4. Je n'en dis pas plus et je laisse la parole à ceux qui ont travaillé pour nous, à ceux qui ont donné de leur temps et qui ont donné de leur capacité intellectuelle réelle, cette fois-ci, pour que nous puissions échanger autour de cette journée. Je vous laisse donc la place, chers students ex machina, en souhaitant à tous de passer une excellente journée. Merci. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux pour ces excellentes introductions, effectivement, et Jessica en particulier m'évite de rentrer dans le détail de la journée, c'est dans le programme.